Merci d'être là ce soir pour cette séance exceptionnelle du film Filmmakers de Julie Gaillet et Mathieu Busson que je vous demande d'accueillir. Je suis comédienne, mais vous ne connaissez pas Mathieu qui est comédien, lui aussi. Il n'est pas enfin, si, il est réalisateur maintenant, mais en tout cas, justement, j'arrête pas de dire qu'on met des étiquettes souvent sur les gens, donc je vais pas commencer avec toi. Mais donc Mathieu est comédien, on a joué ensemble dans un film, un des premiers films que j'ai produit quand j'étais productrice, qui s'appelait 8 fois debout. Il jouait mon cousin, et l'idée, c'était de partir tous les deux suite à une commande. C'est pour ça que c'est passé d'abord sur Ciné Plus et sur Canal Plus, d'une femme qui s'appelle Myriam Hassen, qui est chez Ciné Plus et qui fait des conférences, qui organise des conférences pour Sciences Po sur la place de la femme. Et c'était en 2009, quelque chose comme ça, qui était venue me voir. Moi, je produisais un premier film de genre d'une réalisatrice qui s'appelait Grave. La réalisatrice s'appelait Julia Ducournau. Le film s'appelait Grave. C'est très rare d'avoir un premier film de femme de genre. Voilà. Et j'avais été la voir en lui disant « Tu ne peux pas, alors que tu fais des séminaires sur la place de la femme à Sciences Po ou des cours, des masterclass, ne pas m'aider financièrement à Canal avec ce film. » Et elle m'a dit oui, elle a financé le film, on a pu faire le film grâce à Canal+. Et elle m'a dit, mais par contre, est-ce que tu peux... On va faire un cycle de femmes, de films de femmes pour Ciné+. Est-ce que tu peux faire un documentaire sur la place des femmes? Je dis, oh non, me demande pas à moi de faire ça. Voilà, je suis pas j'ai jamais été friand. Enfin, je trouve pas ça toujours une bonne idée de toujours mettre les femmes de côté, de toujours poser cette question-là. Et puis je me suis dit, oh allez, pourquoi pas voir la nouvelle génération des réalisatrices françaises. Et donc j'ai appelé Mathieu en disant, déjà comme ça il y aura parité. Hein, on va être 50-50 à nous deux. C'est moi la femme et c'est elle. Et puis, on est comédien, on n'est pas des réalisateurs, donc on va aller poser la question à ces réalisatrices comme des amis, des camarades, des curieux, alors c'est quoi un film de femmes et c'est quoi la place des femmes. Donc on est parti faire ça avec 20 réalisatrices françaises, toute la jeune génération, et ça c'était assez incroyable, hein, de Céline Sciamma à Valérie Donzelli, à Rebecca Zlotowski, à Catel Kiléveré, Mia Hansen-Love, et puis aussi celles qui ont eu, comme Tony Marshall, la seule femme qui a eu un César. On est allé voir Josiane Balasco, on a vu un tour d'horizon assez grand de ces 20 réalisatrices. Ma Agnès Varda, avec qui j'ai commencé, ma maman de cinéma. Et puis en fait, quand on a fini, on s'est bien marré, on avait envie qu'il y ait de l'humour, franchement. Pied nickelé, il y a plein de flou. C'est Mathieu qui monte, c'est notre monteur, réalisateur, cadreur. Moi, je m'occupe un peu du son, je fais les interviews, mais on est, voilà, vraiment, c'est notre... Et on a fait ça comme des pieds nickelés. Et en fait, c'est terrible. Quand on commence à mettre le doigt sur cette question, on pense que c'est pas une question, puis ça devient passionnant. On a eu envie d'aller poser la question aux hommes, en disant, mais pourquoi on pose toujours ce que j'avais dit au tout début? J'avais dit, ok, mais alors dans ces cas-là, allons poser la question aux hommes. Et on en a fait un deuxième film. Donc c'était Cinéaste 1, Cinéaste 2, avec 20 réalisateurs hommes. Et alors là, je crois que c'est le plus rigolo de tous. Vous pouvez peut-être le demander, on vous l'enverra. On ne leur pose jamais la question. Moi, je conclue juste parce que déjà, c'est quand même assez bavard nos films, puisque c'est essentiellement de l'interview. Mais c'est vrai qu'on s'est intéressé au monde du cinéma parce que c'est ce qu'on connaît d'une part, et puis d'autre part aussi parce qu'on, je pense de façon un peu prétentieuse, moi en tout cas, je me suis dit, oh, on est un peu plus ouvert que les autres, on est un peu avant-gardiste, on est en avance. Pas du tout, le monde du cinéma est comme les autres, au mieux, voire pire parfois. Mais en tout cas, ça permet de donner un regard, notamment celui-ci qui est international, sur le monde en général, voilà, de façon très modeste. Donc on en parle après, si vous voulez. Après, voilà, on en parle après. Merci d'être là. Merci à tous. Tu disais que tu avais commencé avec Agnès Varda, oui. Et on la retrouve ici à la fin. Et tu disais que vous n'avez pas fini le cycle, mais peut-être que si, finalement, ça finit par Agnès. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai que là,
Agnès, c'était assez incroyable puisque au moment où on finissait de monter le film, on a fait la première projection. On décide de mettre un petit bout d'Agnès. Non, Et en fait, Agnès, elle était sur les marches, on le savait, et elle était dans le premier opus, évidemment consacré aux réalisatrices françaises. Elle avait un gros morceau, elle concluait, elle était là tout du long, quoi. et en fait, elle est tombée malade. Et donc, je savais qu'elle allait plus rester être là très longtemps. Et donc, on a mis ce petit bout de fin où justement, elle explique que le cinéma, c'est pas une théorie, c'est de l'art. Et Agnès, moi, j'ai commencé comme comédienne avec elle. J'ai été mon premier film, j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais entre Marcello Mastroianni et Michel Piccoli. Quand même, c'était assez incroyable. C'était les 101 nuits sur le centenaire du cinéma. Et j'ai vraiment, vraiment rencontré tous les acteurs français. C'était fou. Et elle m'a emmenée à Hollywood, à Los Angeles. Et la force d'Agnès, c'était ce côté travailleuse, artisanat, comme familial. On a l'impression de faire un film familial, de rentrer dans sa maison rue Daguerre. On part à Los Angeles, pareil, dans sa maison avec ses copines de Los Angeles. On était tous en train de faire le film. Limite, je payais moi mon hôtel pour tourner. Hein. C'était vraiment familial. Et ça sonne à la porte, je vais ouvrir et je tombe sur Harrison Ford. Waouh! C'est-à-dire que ce film, il y avait Delon, Belmondo, ils sont tous passés sur le film. Mais alors là, Harrison Ford, c'était quand même énorme. Et je dis, mais Agnès, qu'est-ce que fait Harrison Ford? Et en réalité, Harrison Ford avait fait ses premiers essais grâce à Jacques Demy. Il était charpentier, et ils habitaient Los Angeles et il était sur le toit de la maison d'à côté. Et donc Agnès me raconte ça, ou plutôt Harrison Ford me raconte ça au déjeuner. Et c'est Jacques Demy qui lui fait faire ses premiers essais. Finalement, le film s'est pas fait, mais grâce à ses essais, Harrison Ford est devenu comédien. Et donc, il a une tendresse particulière. Donc, j'avais assisté ce témoignage. Donc, j'ai commencé comme comédienne avec ce film. Enfin, j'avais fait un film avant. Et j'ai eu cette sensation que c'était de l'artisanat et qu'il fallait batailler pour faire des films. Et puis, mais malgré tout, c'était Agnès. J'étais persuadée qu'elle avait des budgets pour faire ses films. Et puis, en fait, elle a tout le temps bataillé, Agnès. Et on revient encore à ce sujet de l'argent, les femmes et l'argent, et les budgets. Des petits budgets sont donnés aux femmes, mais les gros budgets, il y en a nettement moins. Il y a une espèce de plafond de verre sur les gros budgets pour les femmes. Ça, c'est assez fou quand on regarde les chiffres. Eh bien, Agnès, elle a eu du mal à financer son dernier film et Rosalie m'a appelée pour me demander de l'aide. Et me voilà, moi, voilà, toutes ces années après, coproductrice du film d'Agnès et de l'aider à financer son film parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et l'aider au montage et me retrouver à coproduire Visage Village, à aller à Los Angeles avec Agnès quand elle a eu son prix. Enfin, c'était comme la boucle bouclée, mais ouais, une grande émotion avec Agnès. Mais Agnès, elle a fait le premier film paritaire où elle a essayé d'avoir une équipe, autant de garçons que de femmes dans son équipe, c'est-à-dire qu'elle est technicienne aussi. Et on était en 76, je pense, pour L'une chante, l'autre pas. Et c'était pas évident de trouver des techniciennes. Et elle a beaucoup poussé pour ça. Et aujourd'hui, on voit plus de femmes. Alors, moins dans la musique, moins dans tout ce qui est son. Dans le son, en général, il y a moins de femmes. Comme si tout ce qui appartenait aux mathématiques, on en était moins capable, ou on se disait qu'on en était moins capable. Et par contre, il y a beaucoup d'électrodes, machinaux, dans des postes où avant, il n'y avait pas de femmes. Voilà, mais peut-être que vous avez des questions ou ça n'a rien à voir un échange. D'abord, merci, puis bravo. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si vous étiez heurté à des refus de réalisatrices selon certains pays ou voilà, parce que j'ai vu que tous les pays n'étaient pas représentés. Non, mais il y a deux choses. D'abord, on aurait aimé avoir vraiment plus d'américaines pop country sur les États-Unis, mais parce qu'elles sont assez représentatives. C'est-à-dire qu'elles sont. Le public souvent s'identifie. On connaît Catherine Bigelow ou les anglo-saxonnes en tout cas, c'est-à-dire Jane Campion et tout ça. Mais elles sont aussi beaucoup plus difficiles d'accès. C'est-à-dire que les quelques-unes qui nous ont dit oui via leur agent, via leur assistant, via leur manager, via leur avocat, nous ont dit oui pour dans 4 ans peut-être, éventuellement un samedi soir. Enfin bon. Et du coup, on a laissé tomber assez vite. Et du coup, on les a intégrés dans les archives. Il y avait ça d'un côté.
Et puis de l'autre, on savait... Oui, en fait, ça ne nous manque pas parce qu'on les voit dans les interviews qu'on a récupérées de festivals. C'est ça ce qu'on s'est dit. Voilà. Et après, on savait par notre petite expérience sur les 2 autres films que dépasser la 20aine d'intervenantes, ça commençait à être beaucoup, à être vraiment indigeste, et qu'on était obligé un peu de sélectionner, de faire des choix. On ne pouvait pas aller voir tout le monde, tous les pays. Et donc, ça devenait un peu arbitraire, c'est-à-dire que c'était les rencontres, les possibilités, les opportunités d'une telle et enfin voilà. Et les pays aussi où le cinéma est important. C'est vrai que les États-Unis, c'est une énorme industrie. L'Inde, Bollywood, Nollywood, et on ne le connaît pas, ce qui est quand même assez fou. C'est une énorme industrie. La Corée, c'était important parce que justement le cinéma coréen est en train de ressortir. Alors, on n'est pas allé en Roumanie, on aurait pu parce que le nouveau cinéma roumain, mais on avait cette envie vraiment d'aller montrer des cinématographies qui voilà, sont vives, où il y a un cinéma qui se fait. Et d'ailleurs, en Inde, c'était une découverte pour moi. J'ai expliqué ça par rapport à l'affaire Weinstein. Pourquoi en France, c'est pas le producteur qui a le pouvoir, c'est le réalisateur en France qui a le final cut et qui a le pouvoir. C'est lui qui décide de tout et on est sous son autorité. C'est pour ça que c'est plutôt, il y a des histoires avec des réalisateurs plutôt qu'avec des producteurs. Aux États-Unis, c'est les producteurs. Et ben en Inde, c'est les acteurs. C'est des dieux. C'est des dieux absolument en Inde. Et donc c'est eux qui choisissent les réalisateurs ou réalisatrices. Et ben les hommes se sont rendus compte quand même qu'ils étaient mieux filmés par les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a des réalisatrices en Inde, parce que c'est pas forcément la place de la femme en Inde. Et il y a donc une génération de jeunes réalisatrices que vous avez vues, enfin de réalisatrices qui étaient d'abord au début des chorégraphes, puis qui sont devenues réalisatrices. Voilà, puisque c'est vraiment l'acteur qui est un dieu et qui choisit son équipe. Donc on a découvert des choses comme ça, même si on est renvoyé à cette spécificité d'être toujours ce statut de femme qu'on partage tous dans le monde. D'ailleurs, quand on a montré le film, la première fois qu'on a montré le film, c'était drôle, c'était à Pauillac. Il y avait des vigneronnes qui étaient passées, qui avaient jeté une tête, mais qui avaient dit on viendra à la conférence à la fin parler de nos vignes. Et en fait, elles sont restées tout le film. Et elles nous ont dit, alors c'est exactement la même chose chez les vigneronnes. Donc je me suis dit, bon, alors si c'est pareil, ça va être pareil partout. Et c'est vrai que c'est toujours pareil partout. Mais quand même, moi, ce qui m'avait frappé, et je le dis souvent avec Mathieu, on se rend compte quand même du poids de certaines cultures. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est l'Allemagne, avec... le poids des mères corbeaux, celles qui ne s'occupent pas de leurs enfants de 0 à 5 ans. Et ce poids sur les mères qu'elles se donnent elles-mêmes de toute façon, hein, elles n'ont pas besoin même... et donc, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'endroit. Et donc, Jessica Osner qui nous raconte comment elles essayaient de faire créer des crèches sur les tournages, pour les techniciennes aussi. Et que finalement, c'est pour ça qu'elles ne font pas d'enfants. Enfin, c'est très, très compliqué de travailler. Et ça, moi, je m'en étais jamais rendu compte. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant le film. C'est-à-dire, on a fait les 2 avant et en se disant c'est pas super en France. Et en fait, on est revenu de notre voyage. En fait, c'est vraiment bien en France. On est parmi les moins pires, à défaut d'être les mieux, quoi. C'est-à-dire que ouais, il y a du boulot. On le voit. On peut parler de tout, des Césars, de ce qu'on veut, mais. Ouais. En tout cas, d'un point de vue du cinéma, malgré tout, et c'est ce que je disais tout à l'heure à certaines avec qui on était, il y a 27% de réalisatrices dans le cinéma. Chez France Télévisions, où vraiment on compte, hein, vraiment à la télévision, il y a des études de fait, et elles ne sont que 8%. Et donc là, c'est vraiment assez fou, parce que là, c'est des décisions, c'est moins... on va dire, moins soumis au marché comme l'est vraiment le cinéma, qui est une industrie qui est compliquée de monter un film au cinéma. La télévision, on choisit un réalisateur, c'est des décideurs, et elles sont que 8%. Donc là, on est vraiment les mauvais élèves. Et c'est là où Delphine Ernotte a dit, on doit passer par des quotas, même si c'est 25%, qui est à dire on s'aligne sur le cinéma. Et quand elle a dit qu'elle allait imposer des quotas, il y a eu une levée de boucliers, mais je crois qu'elle va le faire. Et je dois avouer que moi, après avoir fait ce film, oui, je crois que je pourrais être vraiment défendre ça dans l'audiovisuel, parce que les Allemandes, justement, qui elles aussi sont 50-50 dans les écoles et qui descendent, elles, à moins de 8%,
Alors, il y a une cinématographie beaucoup plus faible et c'est très difficile le cinéma en Allemagne, mais à la télévision, c'est comme pour nous. Eh bien, elle demande des quotas à la télévision. Elle souffre beaucoup, beaucoup de ça. Donc, en Allemagne, c'est très, très compliqué. Oui, moi, c'est pas une question que j'ai. Je voulais seulement dire que le film est vraiment très, très enthousiasmant. Et Mathieu Buisson disait avant la projection que c'était un film bavard. Moi, enfin, évidemment, ça l'est puisque ce sont des interviews. Mais il y a tellement de réalisatrices qui sont drôles. Il y a énormément d'humour dans ce documentaire, donc c'est en même temps très frais aussi. Et moi, non, c'est gentil, mais non, mais je fais une bêtise. Je fais plein de bêtises qui sont pas à faire. Ah non, je dis pas que c'est une bêtise, mais on s'excuse beaucoup depuis le début parce qu'on n'est pas journaliste, on fait pas du documentaire, c'est pas notre métier. Très bon sur la technique. On a eu beaucoup de ratés, même techniquement. Un peu moins sur celui-là, heureusement, mais sur d'autres, on a carrément oublié d'enregistrer le son. Bertrand Blier, du coup, on a 2 heures d'interview, c'est quand même pas, il est pas tout jeune, hein, Bertrand. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas appuyé sur le bouton REC. Voilà. Non, mais quand on je suis repartie, j'ai cru que j'allais pleurer. Quand je dis c'est bavard, non, c'est juste pour Oui, c'est très. Non, mais des fois c'est un peu vu comme négatif, quoi. Non, oui. Mais là, sinon on l'aurait pas fait. On y a passé du temps. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'acheter les extraits des films de ces réalisatrices. Il faut vous voyez leurs films parce qu'elles sont formidables. Isabelle Coixet, l'espagnole, qui nous parle quand même du franquisme. Enfin, moi, on a oublié que l'Espagne, c'était il n'y a pas si longtemps une dictature. Ça, c'est quand même fort quand elle parle d'Agnès. Allez voir les films d'Isabelle Coixet. Vous allez adorer. Moi aussi. J'avais vu, je crois que ça s'appelait La vie sans moi. Oui, Ma vie sans moi. Qui était absolument magnifique. Oui. Et ça se passait par Almodovar. Avec Sarah Polet. Voilà, ça se passait, je crois, au Canada. Ouais. Et j'avais cru au départ que c'était une réalisatrice canadienne. Et après, j'avais appris qu'elle était espagnole. Et en plus, elle est très, très marrante, hein, franchement. Non, elle est insupportable. Elle parle français, allemand, anglais. Enfin, c'est une nana brillante. Elle est très désagréable. Apparemment, Julie Gaillet parle plusieurs langues aussi. Oui, aussi, oui. Non, il le coup de la plateforme pétrolière où elle est en plein tournage, dans le vent, avec son mari qui l'appelle pour lui demander comment on met la machine à laver. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça, c'est typique. C'est quand même typique aussi. Voilà. Enfin, je vais pas monopoliser. Non, mais bon, moi, nous, on est plutôt l'exemple inverse. C'est-à-dire que toi, tu cuisines, tu t'occupes des enfants. Moi, je ne fais pas la cuisine. Hein. C'est mon compagnon. Hein. François est très bon cuisinier. C'est lui qui fait les courses. Donc, ça me fait beaucoup rire parce que je me disais, moi, je suis capable d'appeler pour savoir comment marche la machine à laver. Pour la syrienne, oui. Oui. Elle vit en France. Elle ne vit pas en France, mais elle est dans un appartement en France le temps de la situation. Cette dame, n'étant pas voilée, je suppose qu'elle est chrétienne, peut-être. Elle fait partie des minorités chrétiennes de Syrie. C'est pour ça qu'elle est en France, peut-être. Elle est d'origine libanaise. Libanaise, d'accord, entendu. D'accord. Ouais. Parce que je trouve que d'avoir cette liberté, comme elle avait, montrer qu'elle était plutôt de culture occidentale, maronite à la limite. Quoi. Il y en a d'autres. On avait croisé une qu'on n'a pas pu filmer à Cannes, qui n'était pas à la base elle réalisatrice, elle était plutôt artiste peintre, mais elle s'était associée avec un réalisateur pour. C'était une des premières à filmer la guerre en Syrie, en fait. Avec des téléphones qu'elle avait donnés. Avec des téléphones, elle envoyait des films comme ça, et un réalisateur occidental a dit mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse un film. Et pour le coup, elle était vraiment. Elle était syrienne, voilée, tout ça. Enfin, donc c'était pas du tout. Là, c'est vrai que c'est plus facile pour celles qui sont accueillies en France d'en parler que celles qui sont là-bas. Et je pense que nous-mêmes, on n'aurait pas pu aller. Non, mais elle a hésité, puis elle nous a dit non parce que ça voulait dire qu'après le film aurait été vu. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et en Afrique, d'ailleurs, on a eu des femmes qui sont venues accompagnées de leur mari. Qui vont dans les festivals accompagnés pour se protéger, enfin vraiment, vérifier que c'est une vraie interview, ou qui n'ont pas voulu... voilà, il y a eu des interviews vraiment très, très bouleversantes en Afrique. Quelle intelligence, justement, de la jeune femme que vous avez interviewée, d'ailleurs très belle, Tchadienne, sous son voile. Voilée, oui, et c'est là... Alors, chiite, sunnite, peu importe, mais on sentait quand même l'aisance intellectuelle et on a l'impression qu'il y a pourtant une chape sur elle, mais elle a une liberté extraordinaire et j'aimerais que les chefs
d'État de ces pays puissent l'écouter. Et est-ce qu'elle a pu s'exprimer comme elle l'a fait avec vous? Est-ce qu'elle peut l'exprimer comme ça dans son pays, à Khartoum ou dans les pays? Essaye, elle s'occupe d'ailleurs du cinéma. Là-bas au Tchad, elle co-dirige, enfin programme, s'occupe de ce cinéma et ça lui permet de gagner sa vie. Mais c'est pas facile parce qu'il y a eu des attentats, donc il n'y a plus de bus pour emmener les écoles, on n'arrive plus à remplir le cinéma, donc ça devient très compliqué. La situation était assez tendue quand on y était. Et elle a envie de rester dans son pays, pas forcément de venir en Europe pour pouvoir être réalisatrice. Donc elle se bat pour avoir des moyens. Et évidemment, c'est plutôt du court-métrage, plutôt des petits films, des films d'art. Moi, j'ai trouvé très beau quand elle dit que sa mère lui dit « Mets pas des mauvaises idées dans la tête de ma fille pour sa sœur. » Ça, c'est quand même fort, très fort. Oui, Anne Le Nid, parce que moi je me suis reconnue quand elle explique que c'est quand même, il a fallu que ce soit un homme qui lui donne l'autorisation. Moi je veux produire depuis toujours. Tu veux dire quoi? Moi pareil. Non, mais cette sensation d'avoir eu besoin de ne pas arriver à dire je vais être productrice, de mettre une dizaine d'années avant d'oser le faire, de m'excuser en fait, de le faire par procuration. Et donc quand elle a dit ça, je me suis dit mais en fait j'ai fait exactement la même chose. Et ça c'est quand même terrible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va dans les lycées, que je vais beaucoup échanger avec les scolaires, c'est pour raconter ça. Moi j'ai perdu, pas perdu d'ailleurs, mais ce syndrome d'imposteur qu'ont les femmes ou de besoin de l'entrepreneuriat au féminin. On sait que sur 3 sociétés, il n'y en a qu'une montée par une femme. Elles mettent plus de temps à monter leur société, mais quand elles le montent, elles restent plus longtemps. Mais ce besoin de se sentir légitime, c'est-à-dire que moi, j'ai dû aller travailler dans une Sofica, comprendre les contrats. J'avais besoin de prouver que j'allais être une productrice mieux que n'importe quel homme pour être producteur avant de pouvoir me lancer. Voilà, parce que c'est toujours pareil. Comment vos parents, je pense que votre papa était architecte. Et chirurgien. Digestif, professeur de chirurgie digestive. Et comment, comme il y avait un certain élitisme à une certaine époque, comment pouvait-il accepter qu'une fille brillante puisse devenir actrice? Ce n'était pas quelque ça n'a pas été facile. Ce n'était pas un petit peu déchoir? C'est marrant que vous posiez cette question. Pardon, moi je réponds pas à sa place parce qu'elle va répondre si vous voulez, mais moi j'en profite lâchement, je le fais rarement mais parce qu'il y a mes cousins, mais parce qu'il y a les familles élitistes, vous entendez socialement? Bien sûr. C'est-à-dire que je venais d'une famille prolétaire, si on peut dire, enfin du pan, même si je n'aime pas tellement ce mot-là. Mais bref, moi Busson, c'est pas populaire, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de ma grand-mère qui justement était la seule à dire mais c'est génial ce métier, de toute la famille. Je ne sais pas si c'est lié au milieu comédien, ce que j'allais dire, hein. De toute façon c'est les saltimbanques, donc quel que soit le milieu familial, c'est pas facile quand vous arrivez pour dire voilà. La plupart des gens qui ont commencé ce métier, on leur demande mais qu'est-ce que tu vas faire après comme métier, quoi, comme vrai métier. Enfin, on le sait tous. C'est pas, pour le coup, au moins c'est homogène dans les couches sociales, quoi. C'est pas, enfin, y a pas de, c'est un des rares endroits où il n'y a pas trop de différence. C'est une crainte de savoir, voilà, c'est difficile. J'allais dire, il n'y a pas de débouché. Il y a peu d'élus, voilà, c'est ce que disait mon père en tout cas. Après, je n'étais pas très douée, moi, je ne connaissais pas et je ne m'intéresse toujours pas d'ailleurs à la vie privée des acteurs et des actrices. Donc il me dit, et puis, tu connais des acteurs et des actrices qui ont une vie familiale équilibrée. Alors, bah oui, Romy Schneider. Alors, bon exemple. Donc, Jeanne Moreau. Ah bah voilà. Et j'étais très désemparée face à cette phrase. Et alors après, on a commencé à parler des acteurs de théâtre, puisque nous sommes dans un théâtre. Mais voilà, il n'y a que les acteurs de théâtre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment... Donc, en plus, j'étais renvoyée à... tu ne peux pas faire de cinéma. Et voilà. Et moi, vraiment, c'était l'image. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Agnès Varda. Moi, je suis Isabelle Coixet. J'ai eu cette chance incroyable de tomber sur Agnès qui m'a fait découvrir, parce que ils n'étaient pas très cinéphiles dans ma famille. On allait au cinéma en famille, voir des films. Et j'ai eu cette chance de Buñuel. J'ai vraiment tout vu. Elle m'a fait découvrir la modernité.
Et c'est là où je me suis rendu compte que l'histoire des femmes était effacée. Comment ça se fait qu'on ne parle pas d'Alice Guy? Quoi? Il y a eu cette femme qui a créé après les Frères Lumière. Donc ça, je vous conseille d'aller voir les films d'Alice Guy. On les trouve sur YouTube. C'était donc après les Frères Lumière. Gaumont avait cette secrétaire parce qu'elle était sténodactylo pour lui, mais elle était fascinée par la caméra des Frères Lumière. Et elle le pousse, alors que lui faisait de la photo, à aller vers la caméra film, cinéma. Et il disait oui. Et Alice Guy a vraiment poussé et lui dit il faudrait raconter des histoires, parce que les Frères Lumière posaient les caméras, c'est ce qu'on appelle du cinéma du réel en fait, hein. Poser des caméras, les sorties d'usine, envoyer des caméras dans le monde entier, le cinéma du réel. Alice Guy lui dit je veux créer des histoires avec des décors, avec des costumes, faire de la fiction. Et c'est la première personne qui, avec des caméras, va créer de la fiction. On se dit c'est incroyable. Et bien, dans l'histoire du cinéma en France, on passe de Frères Lumière à Méliès. Je dis, mais comment ça se fait que personne n'ait raconté Alice Guy? Et quand on voit ces films, pourtant, il y a des choses vraiment sur que des hommes ne pourraient pas raconter. Par exemple, son premier, donc le premier film de l'histoire du cinéma en fiction, c'est un couple qui vont chercher des bébés dans les choux. Alors la question de l'enfantement, de porter des bébés, si c'est pas une question féminine, et à ce moment-là, en tout cas, on en parlait beaucoup avec Agnès. Elle a fait aussi un film où elle a inversé, elle a mis les hommes à la place des femmes, et les places, elle a fait en 10 ans. Elle a fait des films, mais des milliers, des centaines de films, et on l'a effacée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée aussi, Alice Guy. Elle est devenue Alice Blachet. Et elle est partie aux États-Unis à ce moment-là. Et donc les femmes perdent leur nom quand elles se marient. Et on n'a jamais fait le lien entre Alice Guy en France et Alice Blachet qui s'est mariée et qui est partie aux États-Unis parce qu'elle avait épousé un chef opérateur, enfin un producteur, pardon, de la Gaumont, qui partait aux États-Unis. Et pour pas faire de l'ombre à son mari producteur, donc elle s'appelle Alice Blachet là-bas, elle décide de monter un studio indépendant, la Solax. Non seulement c'est la première réalisatrice, mais en plus c'est la première productrice indépendante pour pas faire de l'ombre à son mari. Et on ne connaît pas son histoire. Et ça m'a... Voilà. Et puis toutes les réalisatrices. Et je vous conseille un livre aux éditions Arte qui va sortir, c'est les 100 plus grands films de femmes. On peut tous les trouver. Et c'est assez formidable de voir dans l'histoire du cinéma toutes ces femmes qu'on a oubliées. Et vous pouvez aller, vous verrez, il y a des liens pour tous les films. Donc c'est Arte Édition, ça va sortir en avril. Voilà, ça je vous conseille. Oui, bonsoir. Que se passe-t-il au niveau des écoles de cinéma en France et dans le monde? Est-ce qu'il y a plus de femmes à intégrer les métiers du cinéma? Non, c'est 50-50. C'est à peu près 50-50. C'est 50-50 dans les écoles, vraiment. Certaines écoles le font volontairement, il y a un vrai choix de quota, mais très peu, assez facilement, ça se fait à 50-50. Et c'est ça le drame, c'est ça le paradoxe, c'est que justement, mais c'est comme dans d'autres études, je pense. C'est-à-dire que c'est souvent 50-50, et dès qu'on sort de l'école, tout d'un coup... Il y a des métiers plus mathématiques. Non, bien sûr, mais il y a beaucoup d'études où, en tout cas, le gap entre ce qui se passe dans les écoles et la sortie... les embauches et les salaires, et tout d'un coup il y a un fossé qui se creuse, quoi. Et non seulement ça, mais juste après le court-métrage, c'est encore 50-50. C'est-à-dire que le court-métrage, c'est plus ou moins 47%, enfin c'est juste en dessous. Donc ça veut dire que les premiers films, on va dire après l'école, quand on monte son premier court-métrage, là on est encore dans la parité. Et quand on est dans l'animation, donc les gros budgets, ça c'est les gros budgets, le cinéma d'animation, tout ce qui est animation, eh bien plus on avance, c'est-à-dire après il y a le premier cours, donc il y a le court-métrage, après il y a le premier cours, donc premier cours d'école, elles sont à 50-47, premier cours elles sont à 30, et au premier long-métrage de fiction, animation, il y a 12% de femmes. Donc là, il n'y a plus de femmes dans l'animation parce que c'est des très gros budgets. Dans le documentaire, elles sont plus nombreuses parce que c'est plus petit budget, plus indépendant. Mais dans le documentaire historique, politique, d'investigation, il n'y a pas de femmes. Dans le documentaire sociétal, enfin voilà, c'est toujours... Et donc c'est pour ça qu'on fait ces études, pour vraiment objectiver, se dire où sont les femmes, pourquoi, qu'est-ce qui fait, aussi prendre conscience de ça. Une fois qu'on a fait cette photographie, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et je pense que l'audiovisuel a été plus précoce que nous dans le cinéma. Ils ont fait une cartographie plus tôt. Donc maintenant, ça fait quelques années, grâce au CSA, qu'on a une visibilité de la présence des femmes à la télévision, dans les médias. Mais elles sont le matin, la nuit tard, mais pas au moment des grandes écoutes. Elles restent minoritaires. Donc là, on dit, maintenant,
on a fait la cartographie, ça fait quelques années qu'on étudie, il va falloir faire quelque chose pour faire changer ça. C'est ça la difficulté, en fait, c'est de dire, bon, très bien, mais les experts, elles sont femmes, elles sont jamais aux grandes écoutes, ou les journalistes. Donc, dans l'audiovisuel, ils sont en avance. Nous, dans le cinéma, ça commence. Alors, je racontais cette anecdote, moi qui m'a fait moyen rire. Effectivement, les femmes dans le cinéma sont souvent à des postes derrière les hommes, script, scénariste, monteuse, à côté de l'homme pour l'écriture. Mais dans un métier comme maquilleur, coiffeuse, le HMC, habillage, maquillage, coiffure, elles sont 80% des femmes. Elles sont en grande majorité et elles sont payées 15 à 20% de moins que les hommes. Complètement fou. Et cette étude nous a permis de nous rendre compte, parce qu'on a été voir les directeurs de production, voir ce qui se passait. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que les femmes, quand on les engage, ne négocient jamais leur salaire. Elles prennent le poste tout de suite, elles sont contentes d'avoir le poste. Les hommes discutent, non seulement discutent, mais en plus se présentent pas du tout comme un maquilleur, mais comme un artiste, pas du tout comme un coiffeur, mais comme un créateur. Et que lui, il a besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de moyens. Et voilà, c'est des discussions. Et le directeur de production, quand on a fait l'étude, s'est rendu compte. Mais c'est comme le harcèlement. Dans les studios d'animation, il y a moins de femmes vraiment dans l'animation. C'est tout ce qui est plus scientifique aussi, pour plein de raisons sociétales. Eh bien, ils pensaient qu'il n'y avait pas de harcèlement. Quand il y a eu l'affaire Weinstein, ils ont commencé à se poser des questions et à les demander, à mettre des... Et là, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des soucis. Pareil sur l'égalité salariale. On a demandé à tous les directeurs de production dans les studios d'animation d'aller voir. Les filles sont moins bien payées. Voilà. Donc, on essaye de redresser ça. C'est pour ça qu'on est content d'avoir Randstad, qui est quand même la première boîte, donc qui nous a aidés pour cette tournée, mais qui a réussi à faire l'égalité salariale comme une priorité, comme vraiment on fait un effort sur l'égalité salariale homme-femme. Après, c'est très compliqué, on fait plein de généralités, mais c'est impossible dans ce métier. Oui, en l'occurrence, la France est très à part avec les aides du CNC. On est un cinéma beaucoup axé sur le cinéma d'auteur aussi. Et la grande école de cinéma, parce que vous demandiez sur les écoles, la FEMIS, ces 10 dernières années, les personnes qui ont le plus réussi à faire des films sont des femmes, mais qui n'étaient pas en département réalisation, qui étaient en département scénariste. Parce que justement, on promeut plus facilement le scénario écrit. Enfin, on finance plus facilement. Pour monter un film, il faut un scénario, en fait. Et qu'elles sortent de l'école avec un scénario écrit, alors que les réalisateurs sortent juste avec des idées, ou les réalisatrices juste ou avec des courts-métrages. Des courts-métrages. Et les réalisatrices avec des scénarios. Voilà. Et il s'est trouvé que du coup, les Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, beaucoup sont... Enfin voilà, depuis 10 ans, tant mieux. Mais c'était pas forcément une volonté politique, en tout cas. C'est plus un hasard, quoi. Parce qu'elles sont allées vers l'écriture, qu'elles sont devenues réalisatrices. Alors moi j'avais une question justement, je pense que ça a dû vous aider d'être actrice avant, d'avoir fait un nom pour être réalisatrice. Oui, ouais, mais alors voilà. Ça c'est clair et net que pour se donner confiance c'était important. Après, c'est une des raisons aussi qui m'empêchait d'être productrice. C'est plus facile, je pense, d'être actrice, réalisatrice. Et d'ailleurs, c'est Nicole Garcia qui a vraiment ouvert la voie. C'est une des toutes premières. Et ça paraît une évidence parce qu'actrice, réalisatrice. Mais actrice, productrice, ça veut dire qu'on gère l'argent. Et moi, je voulais être productrice, produire des réalisateurs, pas jouer dans les films et pas réaliser. En fait, on fait ce documentaire avec tous les deux parce que ça m'intéresse, cette question-là, profondément. Au début, je disais, bon, allez, on va le faire pour signer plus. Mais en fait, réellement, c'est assez passionnant on pense qu'on n'a rien à dire et puis on parle pendant des heures. Et bien, quand j'ai dit que j'allais être productrice, alors là, ça ne rigole plus. On parle d'argent. Et c'est incroyable. J'ai rencontré des jeunes nanas, des start-upeuses qui ont monté une association. Et il faut aller les voir. Elle s'appelle Sista, S-I-S-T-A. Donc, c'est des petites start-upeuses. Il y en a une qui a monté la cagnotte Litchi. Elle a créé ce truc-là. Donc, ça a explosé. Elle l'a vendu. Elle a gagné très bien sa vie. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, dans les investissements qui étaient donnés, le nombre des investissements, la proportion qui était donnée à des sociétés de femmes, à des start-upeuses, c'était 5% des investissements. Et elle a dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est pour ça que je reviens à Agnès Varda. Quand j'ai vu Agnès Varda, là où on en était,
Et elle n'arrêtait pas de le dire. Elle dit, on n'arrête pas de me remettre des prix, enfin, on me donne des cadeaux, mais quand je demande de l'argent, on ne me donne pas d'argent. Et donc, tout de suite, c'était, ah oui, tu veux produire, tu te crois plus maligne que les autres. Si j'avais mis l'argent de mon cachet dans le film, bon, là, ça va, c'est des histoires fiscales, on va dire, ou pour payer moins d'impôts, ou pour plein de raisons. Ça va, tu peux. Mais produire, tu vas produire. Alors, déjà que les acteurs ne produisent pas en France, mais alors une actrice qui produit, ça ne s'est pas du tout bien passé. Moi, je m'étais dit, ça va être plus facile parce que maintenant que j'ai gagné une certaine légitimité, j'étais sûre de ça. Mais en fait, pas du tout. Alors, par contre, pour le documentaire, ça, c'est sûr que... Voilà. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée chercher Mathieu, c'est qu'ils m'ont demandé que je sois dedans. Et alors, moi, c'est un cauchemar. Je disais, non, mais en plus, dès qu'il y a un plan de moi, j'ai envie de faire, oh non, c'est pas possible. Mais c'était le deal avec Ciné+. Donc, Mathieu doit me filmer de temps en temps. Et alors, comme en plus, parfois, c'est flou, il m'utilise pour faire des plans de coupe, ce qu'on appelle des plans de coupe, pour passer d'un plan à un autre. Et donc, il me prend des plans à d'autres moments où j'écoute pas du tout du bon moment. Et je le vois bien que je rigolais à ce moment-là. En fait. C'est moi le garçon, je fais ce que je veux. En gros, c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, ça a été utile pour ces films-là, que je sois Julie Gaillet, en un seul mot. Alors que moi, quand j'étais actrice... Mais par contre, productrice... Bon, après, on a envie de rire aussi, hein, de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est une des raisons pour lesquelles on essaye de mettre de l'humour et de se dire qu'il faut être plus léger que ça. Et... Mes productrices, ça a été une bataille et j'ai senti qu'on n'avait pas très envie. Et d'ailleurs, je crois que les gros groupes n'ont pas envie d'avoir trop de producteurs indépendants. Plus il y a un producteur indépendant, ça dilue. Mais bon, voilà, on a réussi à s'imposer. Et toutes les réalisatrices que vous avez interviewées, il y en a eu certaines qui ont été actrices. Enfin, je pense dans certains pays, c'était pas bien. Dans le film français, il y en avait plein. Ouais. Anne Leni. Il n'y en a pas tant que ça. Dans le film français, il y en avait beaucoup plus. Ouais. Il y a toute une Valéria Bruni-Tedeschi qu'on avait interviewée. Même des plus anciennes comme Valérie Balasco, Donzelli, Balasco. Alors Balasco, par exemple, ça c'est vraiment fou, c'est la génération. Elle dit, je ne suis pas réalisatrice. Comme une espèce de pudeur. Enfin, quand même... quelques films. Elle dit qu'elle a fait les films qu'on lui proposait pas, quoi. Elle dit, je le fais parce que je suis actrice et je me donne les rôles mais je me sens pas du tout comme une espèce de non. Le problème, voilà, le fameux syndrome de la légitimité. Donc Josiane, elle disait non, je suis pas réalisatrice. Et c'est la seule d'ailleurs qui connaissait Alice Guy. Parce qu'on posait la question aux réalisatrices, est-ce que vous connaissez Alice Guy? Et même chez les élèves de la FEMIS, il y en avait, c'est pas la petite salle à côté des toilettes, là, tout en bas? Ce qui est vrai, hein, c'est la pire salle, c'est la salle Alice Guy, quoi. Au fin fond de la FEMIS, l'école de cinéma. Donc, non, Josiane, elle était surprenante pour ça. Elle a une grande pudeur. Non, mais producteur, on rentre dans le monde de l'argent, là, ça rigole plus. Après c'est pour dire qu'on est encore loin d'avoir fait des progrès. On en parle parfois. Aux États-Unis, c'est en train de devenir... Pas le contraire, mais tous les patrons de grands studios sont en train de devenir des patronnes. Mais à peu de choses près, elles ont la même politique, parfois pire que les garçons. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être féministe en étant une femme, hein, c'est pas incompatible. Ouais. Alors il y a des modes avec tel Wonder Woman, je sais pas quoi, réalisé par une femme, mais réellement il n'y a pas de vrai progrès, quoi. Malgré cette espèce de montée des femmes à la tête, derrière, c'est que des garçons. C'est pour ça qu'on fait les choses en douceur et je trouve que c'est assez juste que ce qu'on fait en France. Parce qu'aux États-Unis, c'est radical. Voilà, il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu une autre affaire comme ça, c'était chez DreamWorks. Ah, c'est terminé. Ils ont viré les hommes, ils ont mis des femmes à la tête. Allez hop, on fait un truc très... mais elles ont quand même bataillé beaucoup plus en amont sur toutes ces questions-là. Elles ont des réflexions, elles ont réfléchi beaucoup plus en amont, même si nous, on a eu Olympe de Gouges, mais quand même, elles ont été très en avance sur l'idée du sexisme, racisme, la norme, l'homme blanc par rapport à... Donc, ils sont très en avance aux États-Unis sur toutes ces questions-là. Et puis après... On n'est pas les mêmes, on ne fonctionne pas pareil, c'est culturel. Voilà, donc moi, je sais que ça m'a... j'ai été très surprise, ce que je racontais tout à l'heure. Quand il y a eu l'affaire Weinstein, les actrices, on a décidé de donner des moyens aux associations sur le terrain. On s'est dit, mais en fait,
Nous, on est dans la lumière, on a les moyens, mais qu'est-ce qui se passe pour toutes celles qui se font harceler? On va donner des moyens aux associations qui travaillent là-dessus sur le terrain. Et j'ai commencé à les militer, rencontrer les associations, et j'étais frappée par la précarité des associations des femmes, à quel point elles ont peu d'argent, elles font avec peu de moyens. C'est incroyable. Et donc, je me dis, mais en fait, c'est encore une question d'argent. C'est fou, elles ne demandent rien, elles font les associations. Donc, on a décidé d'aller lever de l'argent pour leur donner. Et ben, ça a été très difficile, mais vraiment très difficile. Donc, je vous passe les Césars, enfin toutes les négociations. À l'Intervision qui négocie le prix du ruban le moins cher possible, à 50 centimes. On aurait mis un petit pot devant la porte avec chacun met ce qu'il veut, on levait plus de fonds. Mais on a réussi, mais très péniblement. Et donc, on s'est dit, OK, donc le nerf de la guerre maintenant, c'est de lever des fonds pour aider les associations juridiques de femmes qui essaient de bouger les choses. Là, vraiment, de parler haut et fort. Je vous avais dit qu'on était bavard. Je ne parlais pas du film, je parlais de nous. Hein. C'était pas... Voilà, je rends le micro. Alors, j'ai une question. Vous avez choisi de diffuser partout en France. Et pourquoi vous ne l'avez pas diffusé directement aux premières intéressées dans les écoles de cinéma? Ils peuvent. D'abord, on en a parlé au début. Oui, ils peuvent complètement. Nous, on n'a pas un choix total, complet sur le film. D'abord, il appartient à la chaîne qui a commandité, demandé gentiment le film, on va dire. On l'a offert au CNC. Voilà. Pour qu'ils le diffusent dans les écoles. Donc le premier et le deuxième opus maintenant sont plus libres de droit, donc ils peuvent être passés. Et nous, notre but, si on avait dû s'enrichir, nous, avec ces films, on se serait vraiment planté. On aurait vraiment été très mauvais. C'est raté. Donc le but, c'est qu'il circule, c'est qu'il soit vu, mais c'est aux écoles de cinéma. Après, elles sont très sollicitées. On parlait de ça. Nous, on est allé à la Cinéfabrique à Lyon, qui est une école de cinéma un peu particulière, accessible à tous. On peut ne pas venir d'un milieu très défavorisé, venir de n'importe quel milieu. On peut rentrer à la Cinéfabrique. Il n'y a pas de concours comme la FEMIS, qui est un peu un concours. C'est pas pour l'élite. C'est bac pas plus 5. Voilà. Et ben la Cinéfabrique, on a eu des discussions pendant des heures. Ils sont très sur le film de genre. Et j'avais produit donc cette réalisatrice de films de genre et la complexité de financer du genre. Donc non, au contraire, on a envie d'aller dans les écoles. L'idée, c'était, voilà, nous, on a monté... Ah oui, alors pourquoi cette année? C'est parce qu'en fait, quand il y a eu cette affaire Weinstein, on a donc décidé dans le cinéma, d'un côté, on lève des fonds avec la Fondation des femmes, et de l'autre, il y a un think tank, un lieu de réflexion, des filles qui avaient déjà travaillé le deuxième regard avec Céline Sciamma, Rebecca Zotowski, justement, que j'avais interviewé, que je connaissais, d'essayer de bouger les choses de manière un peu plus politique à l'intérieur, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire au sein du CNC, quelles sont les études qu'on peut faire signer des chartes auprès des festivals pour essayer de savoir ce qui se passe. Et donc, c'est une charte qu'on signe, et ça s'appelait, notre think tank, ça s'appelait 50-50 en 2020. Donc, c'était 50-50 2020. Nous sommes en 2020. Donc, on s'est dit, on va faire le film pour 2020. Et on ira faire le tour de la France en disant, est-ce qu'en 2020, on est arrivé à 50-50? Alors, je vous rassure, on est toujours à 27%. Mais il y a eu beaucoup de changements. Et donc, souvent, quand on va dans des écoles de cinéma, on raconte tout ça, tout ce qu'on a fait, toutes les mesures. Il y a une incitation, c'est-à-dire que quand on donne 5 chefs de poste femmes dans un film, on a 15% de plus du crédit d'impôt sur le film comme une aide du CNC supplémentaire. Donc, il y a des choses d'incitation qu'on a mis en place et qui font quand même qu'un producteur se dit tiens, je vais peut-être gagner ça pour le film. Il y a plein de petites choses. Et donc ça, on l'explique. Et ça fait bouger les choses. Doucement, mais ça fait bouger les choses. Ça aide, ça soutient. Voilà. Oui, je demandais juste ça, parce que par exemple, moi je suis à l'école de cinéma de Rennes. Et en fait, nous, déjà en ce moment, c'est compliqué de se libérer du temps le soir pour venir à des événements comme ça. Mais c'est ça le problème, on en parlait même ici, dans le TNB, entre le théâtre et le cinéma. Ils sont tellement pris dans l'école de théâtre qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont surchargés. Après, j'ai envie de dire, c'est pas vrai. Si vous leur parlez du film, on vient. Mais je pense qu'il y aura quelque chose derrière, parce que je sais que plusieurs personnes dans la classe auraient pu être intéressées, mais ne pouvaient pas venir ce soir pour diverses raisons. Donc je pense, oui, qu'il y aura... on vient de l'apprendre, on n'a pas eu d'infos dessus. Donc, voilà. Mais vous êtes 55. Alors, bonne question. Il y a combien de filles et combien de garçons dans ta classe? Alors, je connais pas les chiffres. Non, on doit être autour de 40-60% à peu près, je pense. Autour de 40% de filles. Après, ce que je vois, c'est pas vraiment le nombre de personnes. On a les fictions en fin d'année.
On est 7 groupes et je crois qu'il y a 4-5 filles qui vont être réalisatrices. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des labs de femmes. On fait beaucoup de choses depuis 2 ans. Et dans les labs de femmes, on va avec des étudiants et on leur demande qu'est-ce que vous imaginez, vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Chacun parle justement de sa place. Et en fait, c'est assez riche d'avoir votre point de vue de votre génération. Donc, nous, on prend beaucoup de notes grâce à vous sur les choses. Alors, par rapport au harcèlement aussi, pour les questions de harcèlement, mais de parité. Et c'est très intéressant, votre génération. Je dois avouer que le fait que la libération de la parole des femmes n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu Internet. Et vous êtes cette génération où, nous, à mon époque, on savait pas. Pas la mienne, moi je suis de la même génération que... Pas toi. Non, on avait le Minitel rose. Je connais pas. Non, la question, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au harcèlement, les filles se sentent moins seules. Elles se disent, en fait, il n'y a pas que moi à qui c'est arrivé. Il y a Madonna raconte qu'elle s'est fait violer à 16 ans. Il y a eu cette libération aussi. Elle est possible à cause de l'Internet, mais ça permet de se sentir moins isolée et moins seule et de communiquer. Mais après, c'est toujours mieux quand on peut discuter ou entendre leurs paroles, parce que c'est quand même assez intéressant de parler de Jane Campion quand elle explique que La leçon de piano, pourquoi c'est un film tellement féminin, c'est que cette personne qui ne parle pas, qui n'arrive pas à parler, les femmes qui ne parlent pas, la question du consentement, sur la question de se sentir pas capable d'être écoutée, c'est... Mais après, pour boucler la boucle, non, c'est pas, d'ailleurs, je ne veux pas rien boucler du tout, c'est complètement con ce que je veux dire. Boucle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les écoles de cinéma, on peut espérer, et comme vous tous qui êtes là ce soir, c'est que c'est super, mais souvent, c'est des gens déjà un peu convaincus, un peu... On a rarement des gens qui... Quand on va dans les lycées. Ben voilà, c'est pour ça. Là, je fais 2 lycées, en grande banlieue à Paris. Les écoles de cinéma, si on peut, nous, avec grand plaisir, mais c'est presque plus intéressant d'aller dans des endroits où ils n'ont même pas accès à un film ou à de la culture ou à un livre ou un truc comme ça. Et là, d'en parler avec eux, parce que pour le coup, il y a le chemin à parcourir est encore plus long, quoi. Oui, où ils ont accès, mais par exemple, là, on était dans ce lycée et je demande à la fin, ça faisait 2h30, on était ensemble, on parlait, on échangeait, on a vraiment beaucoup échangé, et je demande à la fin à chacun, aux filles, ce qu'elles veulent faire, aux garçons, ce qu'ils veulent faire. Et alors là, c'est atterrant. Moi, j'étais déprimée. Donc, on a beaucoup parlé après. On est resté 2 heures de plus avec les garçons qui disaient moi, je veux être PDG général d'une grande boîte de luxe. Et la fille disait moi, je veux être comptable de la fameuse boîte de luxe. Non, je rigole. Mais c'était incroyable, le côté très concret des filles et très réel. Et la folie des propositions qu'avaient les jeunes collégiens. Là, c'était au collège. Moi, j'étais lycéen, non lycéen. C'était en seconde. C'était lycéen, ouais. C'est pour ça que je dis que je boucle la boucle. C'est ce que je disais au début, c'est que nous, on parle de cinéma, mais en fait, c'est le poids culturel, voilà. Et c'est ce que j'essaie de... On essaie un tout petit peu de montrer de manière légère, c'est le poids culturel. C'est effrayant. Moi, j'ai un fils qui n'aime pas le foot et une fille qui met des coups de boule, et c'est très mal vu à l'école. Moi, je l'adore. Alors qu'elle met des très bons coups de boule, mais c'est pas pourquoi. Donc, c'est pas... Ouais, on a des schémas. Laisse la dame parler. Bonjour. Alors moi, j'avais une question, du coup, plus pour Julie. C'était, est-ce qu'en rentrant dans le cinéma, vous vous étiez formaté, préparé à une forme de sexisme, en fait, dans le sens vraiment armé pour répondre à d'éventuelles remarques sexistes, en fait je dis ça, je vais dire que alors moi j'ai commencé assez jeune parce que je viens du chant lyrique en fait, et donc j'ai commencé des cours de théâtre malgré mon père à côté, et je me suis rendu compte de ça dans les cours de théâtre déjà, parce que j'avais cette chose, je me disais mais pourquoi Ophélie pleure, pourquoi tous les rôles de filles pleurent, ça me rendait assez dingue. Et dans une classe il y avait 100 filles et 10 garçons. C'était assez... Et les rôles étaient diamétralement opposés. Il y avait des magnifiques rôles d'hommes. Et les rôles de filles, c'était toujours les choses de faire valoir. Donc j'allais chercher dans les textes, je travaillais. Mais moi, très tôt, j'ai eu un prof qui nous parlait d'apprendre à défiler, de mettre des talons, d'être dans un truc de séduction. Je
me disais, mais en fait, là où je rentre dans le monde de l'actrice, la séduction, comment on joue avec ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'ai eu cette sensation assez tôt, mais plus liée au métier d'actrice. Et c'est pour ça aussi que les réalisatrices, je comprends certaines, comme Mai Wen, qui n'a pas voulu faire partie du documentaire et qui a dit « je ne veux pas parler de ça ». C'est un choix, c'est qu'elle ne veut pas être envoyée à la question « je suis une femme ou pas ». Catherine Bigelow, je ne veux pas parler de ça. Catherine Bigelow, elle ne veut même pas aborder le sujet. Et elle fait des films... Qui est la seule qui a eu l'Oscar du meilleur film, meilleure réalisatrice. Et elle fait des films d'hommes. Vraiment, hein, elle fait Point Break, elle a fait La traque de Ben Laden, elle fait que des films dans des sous-marins nucléaires, ce que Bertrand Tavernier appelle des films d'hommes. Oui, elle ne fait jamais dans une crèche, elle ne s'intéresse pas aux crèches. J'ai pas envie de mettre des étiquettes et de m'amuser. Planning familial comme Claire Simon. Voilà, elle ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment, par exemple, un argument que j'ai utilisé pour produire mon film de genre de cette jeune réalisatrice qui n'était pas très juste. C'est que j'allais voir les financiers en disant c'est un film de femme, de genre, vous ne pouvez pas ne pas me dire oui. Donc je les prenais un peu en otage. Mais de la même manière, j'étais au CNC quand Claire Simon est passée avec son film sur Planning familial et ils n'ont pas voulu lui donner. Et là, je me suis levée en disant bah alors là, on était 2 filles avec Marianne Satrapi, c'était que des garçons. Donc on était 2 et je dis parce que vous n'avez rien compris. Et à 2, on a réussi à faire passer le film. Elle a eu l'avance sur recette en disant c'est un sujet de femme, vous ne pouvez pas comprendre. Et on a réussi à le faire passer. Bon, alors que franchement, on était 2. Hein. C'était pas tout à fait la majorité. Mais donc on peut. Mais non, mais le sexisme, comme comédienne, je l'ai beaucoup plus senti, voilà, que dans ma vie. Comment parleriez-vous du déroulement du dernier festival de Cannes? Les Césars ou le festival de Cannes? Des Césars. Des Césars, hein, oui, c'est ce que je me disais aussi. Bah oui. Alors. Comment on parlait? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont mélangés en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on met tout dans un même panier alors que c'est pas. C'est comme opposer la mathématique au français. Parfois, j'ai l'impression c'est très compliqué, quoi. Oui, et puis surtout, c'est la vraie bonne question parce que je crois que jamais, à aucun moment, Adèle Haenel ne se lève parce qu'elle n'a pas eu le prix. C'est la vraie bonne. Bon, en tout cas, déjà, tout le monde, je crois, avait l'impression d'être un peu pris en otage dans cette salle et de se sentir pas tellement à l'aise. Et tout le monde était un peu sur des œufs. Et on savait que ce serait ce sujet-là. Donc, il y avait quelque chose de pas très sain. D'autant moins, et c'est ce que j'arrête pas de dire, mais que l'Académie savait très bien que ce serait un sujet, puisque la libération de la parole des femmes, c'était il y a 2 ans, que nous, on avait fait le ruban blanc, qu'on était venu sur scène, qu'on a levé de l'argent par rapport au harcèlement, que Adèle Haenel avait fait cette prise de parole très nuancée, très sensible, surtout en accusant personne, en disant bah, j'accuse, mais en disant voilà, c'est la société, c'est le système, c'est comment les choses fonctionnent. On est quand même dans une société du viol, elle explique tout, la façon dont ça fonctionne, que je trouvais extrêmement intelligent. Et l'Académie ne met pas dans l'hommage aux personnes disparues dans l'année Brissot. C'est que donc, ils sont très conscients que s'ils mettent Brissot, ça va être compliqué. Donc, il y a une prise de conscience de tout le monde de savoir que c'est le sujet. Et oui, cette année, malgré le fait qu'il y a 2 ans, il y a eu cette libération, il y a des financiers qui ont donné de l'argent et pas un petit budget à 2 millions, qui est le budget moyen des films de femmes, 20,5 millions, c'est-à-dire 10 fois plus à Polanski pour faire un film. C'est ça la vraie question, en fait. Avant même de rentrer dans la salle, on devrait se dire comment ça se fait qu'on a produit. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu? Parce que c'est quand même très violent de recevoir ça quand on essaye de faire changer les mentalités, quelque chose qui se passe. Et voilà, après... Polanski a le prix. Bon, ben voilà. Après, ce qui était difficile, c'est que je ne pense pas que les prix aux techniciens ne posent pas de problème. C'est le prix à lui comme réalisateur qui était le déclencheur pour Adèle. Voilà. Mais est-ce que moi, si on me demande si moi je produirais Polanski, non. Voilà, non. Je préfère faire 20 films de femmes à 2 millions. Voilà. Si j'ai bien répondu, ça fait 20. Je peux vous dire que ça va remonter le niveau, hein. Mais la question, elle était peut-être sur l'espoir. Enfin,
comment ça va évoluer le milieu du cinéma? Alors, peut-être sur plus que le sur un système, positionnement c'est par rapport sûr à que je pense que ça évolue. Et alors oui, je devrais même commencer par ça en préambule, c'est que je suis convaincue que c'est un mouvement charnière qu'on est en train de vivre. Et que comme tout mouvement charnière, ça grince dans les orthos. Voilà, donc il y a encore des... Mais que ça va... que réellement, ça change. Et c'est en train de changer vraiment. Le système des Césars était un système où il y avait très peu de femmes. Dans les femmes, d'ailleurs, il y a Margaret Ménégoz, que j'adore, mais enfin, qui était la productrice de Brissot, voilà, qui est celle qui aujourd'hui est donc présidente par intérimaire. Donc c'est un changement. Il va y avoir de nouvelles élections, plus paritaires, plus aussi dans cette idée de diversité. Et pour être membre, d'abord, il y a peu de membres. On va un peu ouvrir un peu plus largement. Donc le vote aurait été sûrement très différent. Il y a des règlements différents. Et sur ce vote, les gens qui ont le droit de rentrer aujourd'hui, c'est quand même une espèce d'élitisme et de sélection qui est faite, où il faut avoir fait 4-5 films, avoir 2 parrains du système. Mais c'est les Césars, et donc c'est ces personnes-là qui décident si vous êtes bien ou pas bien pour rentrer. Voilà. Et or, dans les parrains et les marraines des jeunes espoirs, moi j'ai produit un film qui s'appelle L'Angle mort. Il y a un jeune comédien, Jean-Christophe Folly, qui a demandé Virginie Despentes comme marraine. Eh bien, Terzian, parce qu'en fait il n'en a jamais parlé à son comité, et j'ai appris ça justement par Margaret, a décidé que non, Virginie Despentes, ça n'était pas joli sur la photo. Donc je suppose que ceux qui sont rentrés aussi qui veut ne pouvait pas rentrer. Donc c'est une sélection un peu comme ça. Alors ça, je crois que ça va changer radicalement. Voilà, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus démocratique. Ensuite, il y a des choses qui nous ont outrés et sur lesquelles on se bat depuis des années. Moi, en tout cas, c'est qu'on ait fait un documentaire à 300 000 € ou un film à 20 millions. On paye 6 000 € les producteurs pour mettre le film dans la boîte des Césars, pour que les gens puissent le voir. Il n'y a pas de petit budget, vous payez 1 000 €, gros budget, vous payez 15 000. Non, c'est tout le monde 6 000. Et chaque votant paye 100 €, 90 € pour pouvoir voter. Pareil, c'est... voilà. Ça va changer. Donc vous allez voir, ça va être beaucoup plus rock'n'roll. Et paritaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 choses qui se sont accumulées. D'abord, comme il a 20 millions, ça veut dire qu'il a énormément de techniciens, énormément qui votent, qui sont ceux qui votent parce qu'ils sont ceux des gros techniciens qui travaillent depuis longtemps, des vieux techniciens. C'est pas les films plus rock'n'roll qui ont des techniciens qui font peut-être ça 1 an ou 2 puis qui après arrêtent. Enfin voilà, donc déjà, c'est des techniciens qui votent tous. Parfois, sur des films, tous les techniciens ne votent pas. Et la deuxième règle, c'est qu'on ne peut pas avoir meilleur film et meilleure réalisation. Et probablement là, ce qui s'est passé, c'est que Lajli devait avoir aussi la meilleure réalisation. Et qu'ensuite, il y a dû avoir... Enfin, dans le règlement, il y a une loi qui fait que par ricochet, il devait probablement être 3e, il se retrouve à avoir le prix. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que c'était... en tout cas, c'est une accumulation de ce vieux système. Là, c'est un système qu'il faut un peu dépoussiérer et qui aurait pu être fait il y a un moment, en fait. On le dit. Voilà. Et Les Misérables, quoi c'est un tout petit budget. Oui, c'est devenu un grand film, mais c'est, je dirais, comme un peu de Timbuktu. Il y a quelque chose comme ça d'un film qui rafle les prix, probablement le fait qu'il était aux Oscars. Mais comme Jeune femme en feu, je crois que La Jeune fille en feu aurait pu avoir des prix. Là, c'est vraiment les techniciens, le nombre de techniciens. Bon, après, c'est un peu technique. Dans chaque catégorie, si on était politique dans un jury, on dirait je vais pas voter pour cela pour être sûr que le mien l'est, quoi. Donc si on vote pour ceux qu'on aime vraiment, enfin bon, j'essaie de vous le résumer. On donne des voix alors qu'on n'aurait peut-être pas donné des voix. Il faut être un peu malin. On vote que pour un film, au moins on est sûr. C'est ça, c'est pas la France. C'est pour ça qu'on parle souvent quand on en parle joliment de famille, et puis souvent de côté consanguin, c'est que c'est très peu qui votent. Enfin, je veux dire, ils sont pas très nombreux, et que c'est beaucoup, la plupart se connaissent tous, et que c'est pas, et la plupart n'ont pas vu. Quand on reçoit le coffret des Césars, c'est à peu près 100 films. Et il n'y a pas tous les films de l'année, parce qu'il y a en moyenne 300 films qui sortent par an. On peut avoir des places de cinéma et tout.
la plupart des gens qui votent ont vu 10 films, 15 films, 20 films. Ils ne votent pas. Non, mais c'est vrai, moi je vous le dis, parce que on reçoit le coffret, mais ils ne votent pas pour le film ou pour tel costume. C'est presque politique. Quelle que soit la raison, c'est quasi politique. Oui. Mais alors que l'idée, c'est que les choses changent. C'est vraiment arbitraire de la programmation. Pour le coup, c'est à la différence d'un festival où c'est un jury comme Cannes. On aime ou on n'aime pas. D'un côté, il y a le choix de la sélection, ça c'est une chose, mais en tout cas, le jury qui attribue les prix, ils sont que 10, 12. C'est en leur âme et conscience. Voilà, c'est pas. Mais pour donner un exemple, populaire. Par rapport au féminisme, si on revient là-dessus, il y avait une règle quand on a un poste qui se libère au ministère de la Culture, on présentait 2 personnes pour le poste. Ils ont à un moment décidé que ce serait 4, 2 hommes, 2 femmes. Il y avait que 5% de femmes qui se présentaient à ces postes. Aujourd'hui, il y a 50% de femmes qui se présentent parce qu'elles déjà elles sont 2 hommes, 2 femmes et qu'elles se disent qu'il y a la possibilité peut-être qu'elles gagnent, alors qu'avant, elles ne se présentaient jamais. Ça a complètement changé et c'est une règle toute bête. Et de la même manière qu'on n'a pas dit au Festival de Cannes, faites des quotas, on ne ferait pas ça parce que c'est le cinéma et qu'on a un trop grand respect. Et c'est aussi ça le malaise, je pense, des Césars pour l'art et pour les artistes et pour les auteurs et pour les créateurs. Mais là, on a dit simplement... Signer la charte 50-50 veut dire, vous nous donnez la liste, on a besoin de faire cette cartographie, cette photo de la situation des femmes aujourd'hui. Donnez-nous juste le nombre de films que vous recevez de femmes et d'hommes, et le nombre de films que vous gardez. Donnez-nous le nombre de femmes au CA, dans les comités directeurs. Donnez-nous le nombre de femmes dans le comité de sélection. Juste donnez-nous les chiffres. Le fait de devoir les donner... Là, ils font « Oh, mince, on n'a qu'une femme au comité de sélection, on va peut-être en mettre 5. » Voilà. Juste simplement de le voir, on se dit « Ah, peut-être qu'on pourrait faire un effort, on n'est pas des bons élèves. » Et puis après, nous aussi, de se rendre compte de la réalité des choses réellement, objectivement. En tout cas, c'est la première étape nécessaire. Et bien déjà, rien qu'en ayant signé ça sur 120 festivals, donc c'est énorme pour 50-50, le think tank. Il y a Toronto, il y a Venise, enfin Annecy, Luchon... tous, eh bien, ça a fait changer les choses. Il y a de plus en plus de femmes dans les comités de sélection. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas la peine de forcément imposer. On peut faire ça en douceur. Moi, je crois beaucoup à la douceur. Il faut faire ça en douceur. Mais pas trop non plus pour que ça prenne pas trop de temps. Merci beaucoup pour vos explications. Merci pour votre passion. Pour vos actions. Merci. Donc au sein de la Fondation de Femmes, au sein de 50-50 aussi, il me semble, pour faire avancer effectivement les conditions pour que, il faut défendre les garçons. Pour que tout le monde puisse travailler pour que tu puisses garder tes enfants à la maison. Voilà, donc si vous cherchez une babysitter, non. Il prend très cher. Merci à vous d'être là ce soir. Et si vous avez des questions que vous n'osez pas poser, on est juste derrière. Voilà, ça continue. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis merci de nous avoir reçus.